Voilà, donc j'ai la charge de représenter ici une approche sociologique de la famille. Et pour me présenter en 2 mots, je dirais que par rapport aux précédentes personnes, je suis ici certainement la seule qui n'est pas une spécialiste de l'adolescence. Je ne parlerai pas spécifiquement de l'adolescence, vous allez en parler pendant 2 jours. Je donnerai plutôt le cadre général de la famille. Et puis à titre personnel, il me semble que je me distingue des autres personnes en ce sens que les adolescents, dans ma vie, c'est les adolescents au niveau grand-parental que moi je les connais. Et donc, c'est aussi une question, vous rappeler que les adolescents dont vous vous occupez ont aussi des grands-mères et des grands-pères. Alors, en France, comme dans toutes les sociétés occidentales développées, les mutations de la famille se sont traduites par des changements démographiques désormais bien connus. À partir du milieu des années 60, le modèle de la famille légitime, féconde et stable, caractéristique des années 1945-1965, a semblé entrer brutalement en crise. On a observé une montée des unions libres, une baisse de la nuptialité, une augmentation des naissances hors mariage, une explosion des séparations et des divorces, et en conséquence de tout cela, une croissance importante des familles naturelles, monoparentales et recomposées. À partir des années 2000, ces changements semblent se prolonger par une interrogation nouvelle sur les bases de notre système même de parenté. Mariage de même sexe, homoparentalité, questionnement sur l'adoption et les origines, PMA, GPA, migration et familles mixtes, et tout récemment, recomposition du permis et de l'interdit sexuel autour de la question du mouvement MeToo. Tous ces changements ont fait et font encore l'objet dans le monde social et politique d'un intense travail d'interprétation. Mais avec le recul, on peut se demander si celui-ci, qui a été largement dominé historiquement par l'opposition entre la valeur famille, plutôt revendiquée par les conservateurs, et la valeur individu, plutôt revendiquée par les progressistes, n'a pas manqué l'essentiel. Car qui souhaiterait choisir l'individu contre la famille? Et qui croit encore que celle-ci est un visage immuable? Pour la sociologie, la question est d'abord de voir pourquoi la famille n'est plus ce qu'elle était. Pour cela, il lui faut prendre une distance raisonnée avec les passions politiques. La famille est un objet idéologique chaud, on l'a bien vu à l'occasion du mariage pour tous. C'est une raison de plus de la regarder, sinon avec un regard froid, du moins un regard éloigné, au sens que l'on donne à ce terme en anthropologie comparative. Commentant les indices démographiques, certains courants ont d'emblée parlé de crise de la famille, en attribuant les changements à la montée d'un égotisme sans précédent. L'individu n'en a que pour lui-même. Il ne veut plus s'engager, donc il ne se marie plus. Il ne sait plus ce que c'est qu'un engagement, donc il divorce à la première occasion. Démissionnaire et hédoniste, il n'exerce plus l'autorité parentale et ses enfants grandissent sans être vraiment élevés. Ce thème a pris une nouvelle acuité, plus brutale, avec l'homoparentalité et les nouvelles technologies de reproduction. On a entendu parler de sujets rois, de droit à l'enfant, de marché, de déshumanisation, de transhumanisme, etc. Les progressistes ont répondu aux conservateurs en défendant les droits de l'individu contre la nostalgie d'un ordre familial désuet et oppressif. Avec l'appui d'une partie de la sociologie, elle a longtemps interprété le changement comme le passage de la soumission au groupe à l'invention de soi. La famille contemporaine, émancipée des diktats de la tradition, aurait cessé d'être une institution et serait devenue un réseau principalement affectif, intersubjectif et électif. On vous a parlé de l'amour à l'instant. Sa signification majeure serait d'être désormais au service non plus de la reproduction de l'ordre social dominant, comme dans le célèbre « travail, famille, patrie », mais de l'épanouissement du moi et de l'authenticité personnelle. C'est au nom des droits de l'individu que les progressistes parlent aujourd'hui, et qu'on parle dans une certaine sociologie, de pluralité des modèles familiaux. Ainsi qu'on déplore les changements et qu'on dise que tout était mieux avant, comme plutôt les conservateurs, ou qu'on les valorise, plutôt comme les progressistes, les jugements s'opposent, mais dans un cadre d'interprétation qui est bien le même de part et d'autre. On juge que c'est bon ou on juge que c'est mauvais, mais on s'accorde sur l'idée que le mouvement, c'est une désinstitutionnalisation de la famille et une individualisation de celle-ci. Eh bien, c'est le point de départ de ma conférence, puisque je pense qu'il ne va pas du tout de soi de lire ainsi le changement. Je ne crois pas ni à une individualisation ni à une désinstitutionnalisation de la famille. Au cœur de ce problème se trouve l'oubli d'une leçon essentielle des sciences sociales.
Dès sa constitution, il y a plus d'un siècle, la sociologie a consacré un travail intense à montrer, contre la tendance spontanée de l'idéologie individualiste que nous partageons, que la famille humaine n'est jamais réductible à une collection d'individus en interaction les uns avec les autres. Elle est par définition une institution, car elle n'existe dans notre espèce parlante que référée à un système de parenté, autrement dit un système symbolique de relations médié par des droits, des devoirs et des interdits, et organisé à travers des statuts relationnels. Les relations de parenté ne sont pas immobiles. Elles n'obéissent pas à une sorte de loi présociale. Même un interdit comme celui de l'inceste varie éminemment dans l'espace et le temps des sociétés. Mais la parenté n'en a pas moins toujours été instituée en référence à des valeurs communes liant les usages coutumiers et les règles juridiques. Or, tout au long de ces dernières décennies, on a pu voir à quel point le mot « institution » était peu compris. Le courant majeur, y compris en sciences sociales, était même de dire que la famille n'est plus une institution. Et on assimilait l'institution à sa version traditionnelle, on la renvoyait vers le passé. Moi qui suis une héritière de Mauss, Marcel Mauss, l'auteur de l'Essai sur le don, je ne suis pas surprise de la difficulté que j'ai à faire entendre aujourd'hui cette dimension capitale de la question familiale. Marcel Mauss considérait que l'institution était le cœur du social spécifiquement humain, et dès 1901, il attirait l'attention sur le problème de confondre institution et passé. Il disait, et c'est mon mot d'ordre, « Les institutions véritables vivent, c'est-à-dire changent sans cesse. » Étudier l'institution, c'est étudier le changement de l'institution. C'est notre système de parenté occidental qui a vacillé en profondeur à partir des années 60 et qui se réinvente aujourd'hui. Si on ne le reconnaît pas, il est difficile de construire une approche critique et de comprendre en particulier pourquoi les changements actuels, tout en reposant sur un certain nombre de progrès majeurs des valeurs démocratiques, portent aussi leur part d'inquiétude, de désarroi et parfois d'iniquité. Le cœur du problème est la difficulté en France, comme dans d'autres sociétés démocratiques, à métamorphoser le système de parenté qui lui sert de règle du jeu commune et préserve l'individu de la seule logique du renard libre dans le poulailler libre. Ça, c'est si on voit la version de la force, ou simplement de le lier justement à ces questions d'amour, d'affection, qui peuvent être tout aussi bien une prison que ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Et c'est ici précisément, je pense, qu'une réflexion sur la famille en général rejoint une réflexion sur les familles en difficulté. Il n'y a pas simplement ma famille ou vos familles, et puis loin de nous, les familles en difficulté. Il y a un rapport entre les familles ordinaires, on va dire, qui n'ont pas de problème particulier, et les familles en grande détresse ou en grand dysfonctionnement. C'est justement de partager, d'être peut-être en inégalité face à ces bouleversements de la parenté. Et donc, il y a un espèce de niveau plus profond de désorientation morale liée au changement de la parenté et surtout au caractère inachevé et non assumé de ce changement qui concerne non pas l'individu, mais bien le nous du vivre ensemble démocratique. Alors, pour prendre la mesure des changements et des mutations de la parenté, il importe d'abord de se demander si la liste classique des indices démographiques que j'ai rappelés, qui sont mobilisés pour appréhender les changements familiaux, est pertinente et complète. J'ai évoqué divorce, remariage, famille naturelle, etc. Mais il y a une chose dont je n'ai pas parlé et qui est pourtant une révolution silencieuse tout à fait majeure, ce sont les indices qui concernent le temps. Parmi les bouleversements actuels, il n'y a pas simplement qu'on se marie moins ou qu'on divorce plus, il y a un allongement spectaculaire de l'espérance de vie, 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes, qui n'est pas simplement des années en plus à la fin de la vie. Alors, mesdames, rassurez-vous, rassurez-vous, inquiétez-vous, l'écart homme-femme va se réduire parce que les femmes ont fumé davantage, bu davantage, pris davantage de risques, etc. Et donc, progressivement, nous allons vers une égalisation des espérances de vie, mais qui n'est pas encore achevée, puisqu'il y a 6 ans d'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes. Alors, cette espérance de vie, ça n'est pas simplement des années en plus à la fin de la vie,
Ça veut dire tout simplement qu'on est plus jeune à tous les âges. C'est un redéploiement du calendrier biographique. Donc ça aussi, c'est rassurant. À 50 ans, on est un jeune, alors qu'avant, on était franchement un has-been. Donc, ce redéploiement est heureux, puisqu'il a une source heureuse, l'allongement de l'espérance de vie. Et il nous pose tout un ensemble de problèmes qui ne sont jamais évoqués directement. Par exemple, l'âge au premier mariage, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 33 ans pour le premier mariage, je ne parle pas on enlève le deuxième, le troisième. Le 33 ans pour les hommes, 31,6 ans pour les femmes. Alors par contre, il y a des choses qui ne changent pas, c'est-à-dire 2 ans de plus, 2 ans de plus, 2 ans de plus entre l'homme et la femme, ça ne change pas. Il y a quand même des fondamentaux. Et donc, plus de 29 ans, l'âge au premier bébé, qui en général d'ailleurs naît hors mariage. 60% des enfants naissent aujourd'hui, des enfants naissent hors mariage. Donc, près de 30 ans, 29,6 ans en moyenne, l'âge de la femme à son premier enfant. Alors, ces changements ont des tas de conséquences, et en particulier autour des procréations médicalement assistées, etc. Mais j'insiste sur un point qui vous concerne directement, c'est qu'il y a maintenant, disons, l'entrée dans ce qu'on va appeler la vie vraiment adulte, hein, où on construit une famille, justement, mariée ou pas, peu importe, homoparentale ou pas, peu importe, etc. Mais une famille où on s'installe, où voilà, et où on familialise d'ailleurs ces relations, on présente son amoureux, son amoureuse à ses parents, tout le monde comprend que s'il y a une séparation, ça va être un drame et pas juste une de plus, etc. Cet âge n'a cessé de se reculer. Il y a donc maintenant, entre l'âge de la majorité, 18 ans, et cet âge de l'installation, on va dire, dans la vie vraiment adulte, autour de 32 ans quand même. Vous voyez, il y a presque 15 ans d'écart. Et moi, je me pose la question, où arrêtez-vous l'adolescence ? Où l'arrêtez-vous ? Enfin, en tout cas, c'est, je pense, une question qui se pose à vous. Soit on éloigne, on agrandit l'adolescence de plus en plus, soit on pense qu'il y a un moment quand même où l'adolescence cède le pas à un nouvel âge, du jeune adulte, mais ce nouvel âge, finalement, on ne l'a jamais vraiment caractérisé. Mais les adolescents dont vous vous occupez, ils savent que ça n'est pas à la fin de l'adolescence qu'on entre dans la vie adulte, qu'il y a encore toute une période avant, et cette période est une période anxiogène, c'est une période d'incertitude, hein, dans laquelle on ne sait pas encore quel métier on pourra faire, si on pourra rester, quel amoureux on aura, avec qui on va se fixer, enfin, etc. Donc, tout cela m'amène à dire que pour comprendre ce qui se passe, il convient de ne pas borner son regard à ce que j'ai fait en commençant, c'est-à-dire l'opposition habituelle entre les 20 glorieuses de la famille légitime et stable de l'après-guerre, 45-65, et la période de turbulence qui a été ouverte à partir du renversement des indices démographiques autour de l'année 64. Je dis 64 parce que c'est connu des démographes, que c'est là que mariage, divorce, etc., tout change. Et donc, remarquez bien que 68 arrive après. 68 est une expression de ce changement et n'est pas la cause dans la génération du baby-boom. Et donc, si on prend la mesure de l'enracinement des changements dans l'histoire longue, on aperçoit que partout en Occident, sous des formes diverses, un même grand phénomène est à l'œuvre, la remise en cause du modèle de la famille conjugale tel qu'il s'est élaboré à l'aube de la modernité démocratique, par exemple pour la France, incarné par le Code Napoléon de 1804. Donc ce qui se joue autour du Code Napoléon de 1804, on l'avait un peu oublié, même s'il y a eu une commémoration napoléonienne cette année, mais c'est la Manif pour tous qui nous l'a rappelé, le mouvement de la Manif pour tous, en arborant des cocardes et des codes civils qui étaient ouvertement une référence à la valeur du Code Napoléon de 1804. Pourquoi est-ce qu'une partie de nos contemporains brandissait non pas le Code civil d'aujourd'hui, donc on parlera de droit juste après, hein, mais le Code Napoléon de 1804, par nostalgie d'un certain modèle familial. Alors quel était le modèle familial du Code Napoléon de 1804 ? Un modèle qui a perduré quand même, disons, plus d'un siècle et demi. Ce modèle avait 2 caractéristiques liées. Il était matrimonial, c'est sa première caractéristique, c'est très important. La seule famille reconnue était fondée sur le mariage, devenu une institution civile et non plus seulement religieuse. L'alliance fondée sur le libre choix du conjoint,
acquis une place prééminente dans toute la parenté après la Révolution française, quand il y a eu l'explosion de la logique du lignage qui organisait avant la société des ordres de naissance, la société aristocratique d'Ancien Régime. L'affiliation, alors, à travers la logique de l'ordre de naissance, englobait l'alliance. Se marier, c'était faire un rapport entre deux lignages. Mais à partir de la Révolution, c'est désormais l'inverse. C'est par le mariage qu'on fabrique des familles. Et les familles ne sont plus vues comme des longs lignages qui traversent les années, les générations, les siècles, mais comme des familles conjugales. Il y a donc un tout autre regard sur la famille. La famille, on la voit principalement comme ce qu'on appelle la famille nucléaire, le père, la mère, les enfants. Et on naît naître dans une famille nucléaire, et à un moment, on en sort et on fonde sa famille nucléaire. Et on commence à voir autrement donc la succession des générations comme une succession de familles nucléaires. Et c'est par le mariage qu'on institue des pères et qu'on assure la continuité des droits et devoirs entre les pères et les enfants. C'est quelque chose de très important. Finalement, le cœur du mariage, disait le doyen Carbonnier, ce n'est pas le couple, c'est la présomption de paternité. En dehors du mariage, les enfants n'ont pas de père. Le mariage est l'institution qui donne un père aux enfants. Les bâtards, entre guillemets, sont sans famille, sans droit de succession, et même la situation qui leur a été créée par le Code Napoléon est plus mauvaise que la situation d'Ancien Régime. Je développerai ça si ça vous intéresse. En tout cas, puisqu'il y a une interdiction de recherche en paternité, et donc une asymétrie très grande, d'ailleurs, entre les hommes et les femmes en dehors de la dynamique du mariage. Et ça m'amène cette inégalité entre les femmes, qui a été un drame majeur, les femmes non mariées qui se retrouvaient enceintes au XIXe siècle, c'est un drame sexué et c'est un drame social absolument majeur. Puisque le principe, c'est justement qu'en cas de relations sexuelles hors mariage et d'enfants qui en naîtraient, la femme est entièrement responsable, elle est pointée du doigt, c'est une fille perdue, etc., une prostituée, tout ce qu'on veut, et elle perd son honneur. Mais l'homme, lui, peut se laver les mains de tout, puisqu'on a considéré qu'il n'y avait pas de droit de la femme à désigner un homme comme le père de son enfant, ce qui n'était pas le cas dans l'Ancien Régime. Donc ça a évidemment fait des carrières de dragueurs, de violeurs, de dominateurs qui ont doublé les différences sociales. C'est-à-dire que celles qui en ont pris le plus, c'est important, c'est celles qui alliaient la différence de genre avec la différence de classe. C'est-à-dire les employés, les ouvrières, les domestiques. Voilà quelle était la piétaille à disposition de beaucoup de ces messieurs dans ces années-là. Donc ce modèle, il était donc matrimonial et il était aussi inégalitaire, hiérarchique et autoritaire. L'inégalité des sexes était instituée en droit par la puissance maritale, qui faisait une éternelle minorité de la femme au regard des droits civils et son exclusion des droits politiques. Et la hiérarchie des âges justifiait la puissance paternelle liée à la perception de l'enfant comme un adulte imparfait et inférieur qu'il convenait de protéger contre lui-même par un dressage approprié. À partir des années 60, ce modèle implose en France comme dans de nombreux autres pays démocratiques, principalement sous l'effet de deux dynamiques fondamentales dont les premières racines remontent au milieu du XIXe siècle. D'abord, l'égalité croissante des sexes. C'est ça le moteur majeur des changements de la famille. C'est bien plus important que ne le montre la thèse de la désinstitutionnalisation qui se réfère à une sorte d'individu asexué. C'est l'égalité des sexes qui bouleverse le rôle social et familial des femmes à partir des années 60, avec la remise en cause du modèle de la femme au foyer, le souhait de l'indépendance économique par l'accès massif au travail salarié, la maîtrise de la fécondité relative par la généralisation des méthodes modernes de contraception, puis à partir de 1975 par le droit à l'avortement. Cette égalisation croissante des sexes, ce n'est pas simplement plus de droits, plus de possibilités pour les femmes, ça se traduit par une redéfinition de la représentation collective du lien de couple. Celui-ci demeure une référence fondamentale dans l'organisation de la parenté, mais il devient plus contractuel, plus privé et partant plus exposé au risque de rupture. Le couple, si vous voulez, dans le modèle du Code Napoléon, c'était un tout, ce qui avec deux ne fait qu'un.
Et ce un, l'unité de ce un, qui devait parler d'une seule voix, marcher d'un seul pas, était assurée par la prééminence du mari. En gros, la voix du couple, c'était celle du mari. Et d'ailleurs, c'était si vrai que c'est la raison pour laquelle ils votaient et elles ne votaient pas. Ça n'était pas parce qu'on avait mis les hommes et les femmes de deux côtés en disant elles sont pas capables, ils sont capables. C'est parce qu'on les voyait d'abord en couple hétérosexuel procréatif, et qu'on disait pour que le couple se tienne ensemble, il faut qu'il ait quand même une tête, il faut qu'il ait un chef. Et donc, par ses qualités naturelles d'intelligence, etc., l'homme était... je plaisante pas. Il a plus... on pourrait étayer ce que je dis de tout un ensemble de citations scientifiques. Et donc, il était supposé d'être le chef naturel de ce tout. Et ce qui me paraît très important, vraiment très important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec l'égalité des sexes, ce qui se passe, c'est que la femme acquiert une voix. D'ailleurs, regardez, je vous parle, là, on serait il y a un siècle, moi je serais peut-être, je ne sais pas, en train d'attendre dans la cuisine pour servir. Donc, la femme devient une interlocutrice de l'homme. Et pas simplement de l'homme, d'ailleurs des autres femmes. Ça veut dire que peu à peu, l'égalité, c'est quand votre voix compte. L'inégalité, que ce soit pour les femmes ou pour les esclaves ou les ouvriers, c'est quand votre voix ne compte pas. Donc, si dans le couple, la femme est une interlocutrice de l'homme, alors le couple ne peut plus être conçu comme ce qui, avec deux, ne fait qu'un. Ce qui avait été un rêve pour les générations antérieures. Parce que la femme, certes, était en situation d'inégalité, mais elle se vivait comme une moitié d'un couple. Et tous les succès de son mari, c'étaient les siens. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que quand elle devient une interlocutrice de l'homme, un nouveau modèle se dégage, un modèle à deux voix, et que j'appelle un couple duo, c'est-à-dire dans lequel la question n'est pas de parler d'une seule voix, mais d'avoir deux voix différentes qui se respectent, qui s'écoutent. Et la qualité d'ailleurs majeure d'un couple duo, c'est l'écoute, puisque l'art majeur de ce duo va être un art de la dispute, une chose sur laquelle on pourrait s'étendre assez longuement, mais je n'ai pas le temps de trop le dire. Mais disons qu'avec la véritable conversation d'un couple, qui est le modèle aujourd'hui du couple, le risque évidemment d'une véritable conversation, c'est qu'elle se traduise par une crise, une rupture. Et on pourrait montrer qu'avec l'idéal du couple duo, va l'idée qu'il n'est pas de conversation qui vaille si on est condamné à rester ensemble, attaché au joug conjugal, quoi qu'il arrive. Et donc le risque de rupture est finalement ce qui donne son sens à l'engagement. Si on considère le lien de couple n'est plus un lien indissoluble. Il est considéré, à cause des idéaux du couple, par nature comme un lien contractuel qui pourrait être remis en cause si il n'y a plus en lui les attentes qui avaient été portées au départ. Alors, ce besoin quand même d'indissolubilité, du coup, s'est déplacé, j'y reviendrai, vers la question de l'enfant, puisque le rapport à l'enfant. Le mot inconditionnel aussi a été prononcé tout à l'heure. Et l'amour inconditionnel, c'est bien l'amour entre parents et enfants, ou ascendants et descendants. C'est ainsi que nous voyons les choses aujourd'hui. Le deuxième facteur majeur de changement, c'est la reconnaissance de l'enfant comme une personne en devenir. Cette reconnaissance-là a bouleversé les perceptions de cet âge de la vie, qui en est très fortement revalorisé. L'enfance devient le sanctuaire de la personnalité adulte. Les besoins spécifiques de l'enfance et de l'adolescence sont de plus en plus pris en compte. Les exigences à l'égard de l'éducation et des soins augmentent. L'enfant devient, pour parler un langage froid d'économiste, un bien rare et durable. Et la préparation de son avenir organise plus que jamais la cellule familiale. Les investissements et les stratégies scolaires deviennent l'outil majeur de la transmission et aussi d'ailleurs de la différenciation sociale. Les investissements affectifs des parents sur les enfants et adolescents augmentent parallèlement, au point que l'on parle aujourd'hui d'un besoin de l'enfant. C'est l'image de la grand-mère poursuivant le petit un bisou, ce qui a été une stratégie très troublée pendant la période de confinement, évidemment. La relation de l'enfant et la filiation se trouvent donc non moins bouleversées que la relation de couple. Et il est important de voir que
Alors qu'on parle beaucoup de société élective et que d'une certaine façon, la valeur de l'électif s'est effectivement incarnée dans la relation de couple, la relation de filiation est aujourd'hui la seule relation sociale considérée a priori comme inconditionnelle et indissoluble. C'est le seul et unique lien social dont on s'attend à ce qu'il dure toute la vie, quoi qu'il arrive. Beau ou pas, intelligent ou pas, délinquant ou pas, etc. Ce lien de filiation est supposé perdurer et franchir tous les obstacles. Donc le principe d'indissolubilité s'est déplacé du mariage vers la filiation. On voit donc que les valeurs qui irriguent les deux relations fondamentales de parenté, le couple et la filiation, ont évolué dans des sens opposés. Le premier, le lien de couple, vers plus de contractualisation et de précarité, et la seconde, vers plus d'inconditionnalité et d'indissolubilité. De là, une tension qui est ignorée des thèses classiques sur le passage de la famille à l'individu, qui menace d'exploser, évidemment, à chaque fois, et c'est fréquent, que la famille connaît des ruptures et des recompositions, et que ce lien à l'enfant dont chaque parent comptait comme étant indissoluble se sent menacé. Menacé de façon d'ailleurs différente pour les hommes et pour les femmes, vous le savez, puisque dans l'immense majorité des cas, l'enfant restera avec sa mère, connaîtra avec elle des épreuves d'appauvrissement. Les familles monoparentales, majoritairement dirigées par des femmes, sont des familles nettement plus pauvres que la moyenne. Mais un homme qui, lui, est menacé de finalement perdre l'actualité de son lien à l'enfant. Et donc, toute la connaissance de ce risque qui se traduit, mais de façon très progressive, par l'émergence de nouveaux idéaux, comme celui d'une coparentalité post-divorce. Alors, quels sont les effets de ces changements sur les familles contemporaines en France ? Alors d'abord, dire la famille n'a pas disparu. À force qu'on nous répète qu'elle est en crise, etc., elle est classée valeur numéro 1 des Européens, en particulier des jeunes. C'est la valeur numéro 1 des jeunes. Alors, il faut le rappeler aux adolescents au moment où ils en ont quelquefois peut-être besoin. Mais elle est marquée par une constitution plus progressive. On est au plus loin du temps où la jeune fille vierge, habillée en blanc, au bras de son mari, arrivait devant l'autel pour être passée directement des mains du père à celles des mains du père à celles du mari. On vit en couple d'abord non cohabitant, puis cohabitant. On se sépare, on en retrouve d'autres, etc. Et la famille ne trouve pas ça très problématique. Puis on passe, un jour on dit c'est celui-là, c'est celle-là, je l'ai rencontré. On passe à l'hypothèse d'une vie commune longue, à un projet familial, par des transitions qui sont quelquefois imperceptibles et un arasement des seuils. Et la traduction de ce passage, c'est soit le mariage, soit directement la naissance d'un premier enfant. Donc, une constitution plus progressive, une configuration plus homogène. Il y a vraiment une généralisation très rapide du modèle du couple biactif, avec la généralisation aussi d'un modèle familial idéal de taille réduite, autour de 2 enfants, quelquefois un peu moins, 2 à 3 enfants, mais plutôt 2 maintenant, et une similitude croissante des modes de vie, des valeurs des mariés et des concubins. Aujourd'hui, dans la table de Noël, il y aura certainement autour des grands-parents, il y aura des mariés, des pas mariés, des divorcés, des remariés, etc., sans que ça pose d'énormes difficultés de sentiments qu'il y aurait une sorte de rupture des valeurs. Ce sont en gros les mêmes valeurs que les uns et les autres promeuvent. Et donc un risque accru de rupture et de recomposition, dont l'effet majeur est qu'il y a une dissociation entre 2 entités qui autrefois étaient superposées, le ménage où vit un enfant et sa famille. Le ménage, ça peut être par exemple chez maman, la maison, mais la famille, ça peut être justement dissocié en 2 ménages, paternel et maternel, avec en plus, donc du coup, plus de grands-parents, d'autant plus que s'il y a une recomposition familiale. Et donc, un autre effet important de la dissociation ménage-famille, c'est la famille recomposée d'un enfant qui peut comporter, au-delà des parents et de la fratrie initiale, d'autres figures de type familial, les beaux-parents, les demi-frères et sœurs, les quasi-frères et sœurs, les beaux-grands-parents, etc. S'il fallait résumer d'un mot le sens du changement, ce ne serait donc pas celui de désinstitutionnalisation que je prononcerais, mais celui de démariage. Par ce mot,
je ne signifie pas principalement la baisse du mariage, mais le fait majeur que hier le mariage était l'horizon indépassable de la famille. La famille ne vivait que sur le mariage, et qu'aujourd'hui, se marier ou pas, se démarier ou pas, est devenu une question de conscience personnelle. Alors, je crois qu'on ne se représente pas l'énormité de ce changement. Il équivaut, si vous voulez, au plan de la vie privée et familiale, à ce qui s'est passé en 1789, quand la religion, qui était l'horizon indépassable du rapport politique, on ne séparait pas le politique et le religieux, est devenue une question de conscience personnelle. Il n'y a pas eu moins de protestants, de catholiques, de juifs. Il y avait peu de musulmans ou quasiment pas de musulmans en France à l'époque. Mais tout a été redistribué par le fait que la religion était devenue une question de conscience personnelle. Du coup, il a fallu rebâtir toutes les institutions politiques, et la base d'ailleurs de ces institutions à travers la question des droits de l'homme, plutôt que la référence à la révélation, à la Bible, etc. Et donc aujourd'hui, quand le mariage devient une question de conscience personnelle, eh bien, il faut redéfinir tout un ensemble de choses concernant la parenté. Et donc, la traduction majeure de ce démariage, eh bien, c'est que l'axe d'un droit commun de la famille aujourd'hui, ça n'est plus le mariage, puisqu'on peut marier, pas marier, etc. C'est la filiation qui est devenue l'axe d'un droit commun de la famille. Alors que les couples vont se diversifier, couples de sexe opposé et de même sexe, couples non cohabitants et cohabitants, couples mariés et non mariés, concubins et pacsés, unis et séparés. Vous voyez toute la diversité des palettes de la conjugalité. On constate au contraire une unification extraordinaire de la façon dont nous pensons les droits des enfants. Bon, ma collègue magistrate en parlera tout à l'heure, mais finalement, quel que soit le statut de leurs parents, et j'ai fait la liste, ce que nous attendons et ce que nous organisons, c'est une unification extraordinaire des droits des enfants. Nous pensons que les droits et devoirs des parents à leur égard ne devraient jamais changer, et on peut le dire autrement, que pour les enfants, finalement, ce qu'ils peuvent attendre de leurs parents doit être indépendant de la façon dont ces parents vivent leur conjugalité. Et une des traductions de cela, c'est évidemment en 2005 la fin de l'opposition entre la filiation naturelle et la filiation légitime. Il faut imaginer que dans le modèle du Code Napoléon, il y avait une filiation légitime, une filiation naturelle, c'était comme le jour et la nuit, l'honneur et la honte. J'ai dit tout à l'heure, les bâtards n'avaient pas de famille, ils étaient des parias sociaux, leur mère était montrée du doigt, ils n'entraient pas dans la famille de leurs parents, ils n'héritaient pas de leurs grands-parents. Eh bien, progressivement, à partir de 1972, les filiations naturelles et légitimes ont été égalisées. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de traverser sans encombre tous les changements à partir des années 80 dont j'ai parlé, en particulier l'augmentation des familles naturelles, puisque finalement, ça ne changeait pas grand-chose du point de vue du droit des enfants et des devoirs à l'égard des enfants. Et donc, j'ai perdu mon fil, ce que je voulais vous dire. Oui, une unification extraordinaire des droits des enfants, quelle que soit la situation de leurs parents. Et en 2005, on a tout simplement supprimé du droit civil, du Code civil, les notions même de filiation légitime et naturelle. Vous voyez donc que c'est autour de ce genre de choses qu'il faut apercevoir des révolutions de notre rapport à la parenté. Alors à partir de là, je vois que le temps passe, je voudrais dire que cette question du démariage a un effet sur la source des principales inégalités sociales en matière familiale. Il me semble que je pourrais défendre, et je vais aller un peu plus vite que je ne le voulais, que le facteur majeur sous-jacent à nombre de difficultés dans les familles que vous rencontrez dans le cadre de votre travail, c'est le rapport au temps. Alors ça peut surprendre. Alors bien sûr, je ne veux pas ici nier les difficultés matérielles des familles, le chômage, la pauvreté, le logement, etc. Je ne nie pas non plus le désarroi moral qui peut y exister. Les violences conjugales, les abus sexuels, j'y reviendrai, les problèmes éducatifs, le non-suivi scolaire. Je dis simplement que ces difficultés matérielles et morales ne prennent pas le sens qu'elles auraient pris il y a un siècle, car c'est nouveau
que le signe majeur de la désaffiliation sociale soit désormais l'incapacité à pouvoir lier le présent au passé et au futur. Pendant des siècles, la famille était l'institution qui résiste au temps. On se mariait pour la vie. Le statut était la promesse d'un statu quo. Mais aujourd'hui, rester ensemble toute sa vie demeure un idéal très fort, mais qui ne vaut pas à n'importe quel prix, je l'ai dit tout à l'heure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est bien que le rapport au temps, l'espèce de certitude qui faisait d'ailleurs que être opprimé, c'est en quelque sorte ne pas pouvoir imaginer le temps changer devant vous. En ce moment, il passe à la télévision Germinal, je ne sais pas si vous le regardez. Bon voilà, un ouvrier n'avait pas l'idée que sa situation pourrait changer un jour. Aujourd'hui, ce qui est le signe majeur de la désaffiliation, c'est au contraire la difficulté à mettre son présent en perspective par rapport à un passé et par rapport à un futur. Et ce rapport au temps est au cœur d'enjeux majeurs des crises identitaires, parfois très graves, qui accompagnent les ruptures conjugales. Banalisées statistiquement, je vous l'ai dit, les ruptures conjugales ne sont jamais banalisées pour ceux qui les vivent. Enfin, la question du rapport au temps est également l'horizon qui permet de comprendre pourquoi se posent aujourd'hui de vastes questions de parenté, à travers, par exemple, la question de la dissociation quelquefois entre origine et filiation, et la recherche nouvelle, la revendication nouvelle d'un droit d'accès aux origines, qui a été porté par les enfants adoptés, puis par les enfants nés de procréation médicalement assistée, etc. Le temps, en effet, est une question sociale et une question politique. Désormais, être assigné à l'insoutenable légèreté d'un présent réduit à lui-même, sans passé ni futur, est la forme extrême de la vulnérabilité et de l'exclusion sociale. Il n'est pas d'ailleurs sans intérêt qu'un grand sociologue, Robert Castel, de la question sociale, ait choisi pour traiter de la vie sans domicile fixe un terme qui évoque directement la parenté, la désaffiliation. Ainsi, deux grandes questions que la société française devrait se poser pour renouveler son regard sur la famille. Sachant que les risques familiaux se sont inversés, le risque de l'abandon et de la solitude a remplacé celui du toujours, quoi qu'il arrive, joug conjugal, famille, vie commune imposée. Quelles réponses aujourd'hui sont élaborées par les individus dans la vie sociale pour répondre aux défis du temps long et construire leur vie en liant passé, présent et futur? Et pourquoi sommes-nous si inégaux dans notre possibilité d'élaborer ces réponses? Pourquoi les solidarités familiales, loin d'atténuer ces inégalités sociales, semblent-elles les accentuer? D'autre part, sachant qu'un statut de parenté n'est plus la garantie d'un statu quo, quelles sont les voies par lesquelles pourrait s'élaborer un nouveau droit de la filiation, à la fois commun à tous et pluraliste, capable d'accorder sens à la diversité des itinéraires biographiques, sans renoncer à l'ambition de les inscrire au sein d'un même monde de valeurs et d'un même système de parenté. Donc, à l'horizon de ces questions se trouve bien la question posée au départ, celle de la parenté, qui est celle de la transmission générationnelle, permettant à chacun de se mouvoir de sa place initiale de fils ou fille vers celle de père ou de mère, oncle ou tante, puis vers celle de grand-père, de grand-mère, etc., etc. Elle nous rappelle qu'une relation de parenté n'est jamais une relation duelle, c'est jamais un rapport parent-enfant, car elle engage au minimum 3 générations. Celle dont on a reçu et celle à qui on donnera à son tour après l'avoir transformé ce qu'on avait reçu. Il n'y a pas de statut de parenté sans cette transmission. Et c'est au fond ce mouvement de la transmission, non pas seulement des biens ou du nom de famille, mais de la culture elle-même, que la centration individualiste, présentiste, sur la seule relation entre un moi et un autrui, a souvent oublié ces dernières décennies. Un paradoxe que nous n'avons pas fini de méditer, alors que, plus que jamais sans doute, les pauvres de la société française, les parias de la mondialisation, n'ont jamais eu autant le sentiment d'être déshumanisés qu'en étant réduits à l'inanité d'un présent sans attache ni promesse. Alors, à partir de là, je n'ai pas le temps de dessiner un ensemble d'évolutions souhaitables, mais il me semble qu'on peut ouvrir vers tout un ensemble de chantiers de réflexion. Alors, j'en avais indiqué 4, mais je vais en évoquer un seul. Les 4 que j'avais indiqués seraient d'abord, le premier serait d'inscrire les nouveaux problèmes de la parenté dans le contexte des grandes migrations contemporaines et de la mondialisation.
Il est évident qu'on ne peut plus vivre sur l'opposition entre chez nous, chez eux, etc. On ne peut plus penser les formes de la migration de la même façon, et on ne peut pas ne pas voir les difficultés d'acculturation qui se posent quand non seulement il faut affronter les bouleversements de notre système de parenté, mais la façon dont ce système, ces valeurs vont se composer avec un autre système reçu de la culture d'origine à laquelle, évidemment, personne ne devrait être appelé à déroger. C'est-à-dire la valeur du rapport aux ascendants, quand elle se pose à travers une double culture, pose des problèmes inédits et nouveaux qui devraient être pris en compte de façon beaucoup plus commune. Alors, évidemment, le moment où je vous parle n'est pas vraiment le moment politique dans lequel cette ouverture vers l'autre que soi a l'air de se profiler pour les prochains mois. Un autre chantier concerne le déplacement de l'attention vers la vieillesse, mais comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je le laisse. Un troisième concerne la façon dont les nouvelles formes de filiation sont à penser dans le cas des nouvelles technologies de la reproduction. J'ai beaucoup travaillé ce sujet depuis une vingtaine d'années. Je pourrais en parler dans la discussion si vous voulez, mais je voudrais simplement terminer par le chantier actuel sur lequel je travaille aujourd'hui, qui est la question de la recomposition du permis et de l'interdit en matière sexuelle. À travers le mouvement MeToo, on a le sentiment que ce qui s'est passé, c'est une attention croissante à la question des violences subies par les femmes, les enfants, quelques hommes aussi, et qui était comme une sorte d'immense continent noir dont on n'avait pas mesuré l'importance. Bien sûr que c'est... Hier seulement, l'Église reconnaissait l'immensité de ses responsabilités. On a les débats sur l'inceste, etc. Il est inutile de... il n'y a même plus de discussion sur l'ampleur de ce mouvement MeToo. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il me semble que nous gagnerions énormément à faire un lien entre cette question de la sexualité, de la violence sexuelle et la question des transformations de la parenté dont je viens de vous parler. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, le grand opérateur de la division entre le permis et l'interdit sexuel, c'était le mariage. On est héritier d'une succession de siècles dans lesquels, finalement, la sexualité autorisée, c'est la sexualité en mariage. Et la sexualité interdite, on va dire, avec des degrés, évidemment, dans l'interdit, depuis le mal vu jusqu'au très, très condamné, avec une double morale pour les hommes et pour les femmes, mais en gros, c'est toute la sexualité hors mariage, depuis le concubinage, l'homosexualité, etc. L'inceste. Bon, alors je ne mets pas tout ça sur le même plan, mais je dis tout ce qui est interdit est hors mariage. Et ça vient de très loin du péché de luxure qui, justement, se déclinait à travers toutes les formes de la sexualité hors mariage. Donc, dès lors que le mariage n'est plus l'horizon des rapports sexués dans nos sociétés et sexuels, il ne peut plus jouer son rôle de grand opérateur de division entre le permis et l'interdit. Donc, qu'est-ce qui joue ce rôle aujourd'hui ? Ça n'est pas de dire, voilà, qui aurait l'idée de dire cette relation interdite, ils ne sont pas mariés. Oui, c'est impensable. Donc, ce qui joue ce rôle aujourd'hui, c'est le consentement. L'opérateur, la distinction entre une relation que nous acceptons et une relation que nous refusons, que nous interdisons, c'est désormais le consentement lui-même qui en est l'opérateur. Ce qui est consenti, nous l'autorisons. Ce qui n'est pas consenti, nous l'interdisons. Alors, ce point m'amène aujourd'hui à distinguer le consentement simplement de la question, si on va dire, psychologique du consentement. Le consentement, ça peut être un acte intersubjectif, une modalité de l'acte, je consens, je ne consens pas, etc. Mais si on considère que le consentement est une norme, alors, et que ce que nous sommes en train de rebâtir, c'est un ordre sexuel, c'est un nouvel ordre normatif. Et je pense qu'à la mesure des métamorphoses de la famille, nous avons aujourd'hui une métamorphose du permis et de l'interdit en matière sexuelle que nous devrions appréhender comme telle.
parce que c'est quelque chose d'établir un nouvel ordre qui est à la fois un ordre juridique et un ordre moral. Bon, j'emploie le terme à dessein. L'ordre moral, c'est pas juste pour la morale qu'on n'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est aussi pour la morale à laquelle on adhère. Et quand on établit un ordre normatif, un ordre moral, eh bien, la question qui se pose, c'est toujours celle de, comment dire ça, des gens qui se sentent les représentants, les justiciers de cet ordre moral. Si on ne voit que la question des violences, alors on n'est pas gêné, ça n'est pas problématique de se montrer en représentant des victimes. Et il n'y a pas de limite, on va dire, à la façon dont un représentant des victimes peut agir, en demandant toujours plus, si vous voulez, pour les victimes. Quand on aperçoit qu'il ne s'agit pas simplement de défendre des victimes et de recomposer un ordre moral, et un ordre social, et un ordre juridique, alors il me semble que des questions fondamentales héritées d'une longue histoire de la démocratie ne peuvent pas être éludées. C'est tout le débat sur la présomption d'innocence, par exemple. J'ai moi-même proposé une présomption de véracité pour les victimes, mais je pense que nous devons avoir un débat sérieux sur la présomption d'innocence. Il ne s'agit pas de dire qu'une victime a toujours raison. Il s'agit de dire, quand on fait un nouvel ordre juridique, un nouvel ordre du permis et de l'interdit, comment fait-on pour que les garanties de la liberté démocratique soient présentes ? On pourrait dire la même chose sur les questions autour de l'inceste, de la prescription, etc. Voilà. Et donc, je pense qu'autour de cette question, et je terminerai là-dessus, autour de la question de l'inceste, ce qui se joue, bien sûr, c'est des infractions qui nous paraissent terribles, mais c'est aussi, je pense, un symptôme. Justement, le symptôme de ce que l'institution, c'est-à-dire le fait que agir, c'est pas simplement agir de façon intersubjective quand on est un parent à l'égard d'un enfant, c'est apprendre à agir en tant que parent, c'est à endosser un rôle de parent. La disqualification de l'institution au nom de la, comment on va dire ça, de l'intersubjectivité immédiate en quelque sorte, a privé beaucoup de gens justement de ce sentiment puissant qu'ils devaient non pas agir directement, mais agir en tant que. Et on pourrait montrer, mais je m'arrêterai là, que le cœur de la question de l'Oedipe, par exemple, le cœur de la question, c'est justement la façon dont, je ne suis pas psychanalyste, mais vu à travers une vision sociologique, c'est justement la capacité ou pas des parents à se limiter, à s'auto-définir comme les représentants, on va dire, de la catégorie parents, et pas simplement comme des individus. L'enfant a tendance, disait Castoriadis, qui était à la fois philosophe et psychanalyste, à penser que les parents sont les maîtres de la signification. L'enfant voit ses parents comme les maîtres de la signification. Quand les parents le font entrer dans le langage, sont le représentant, entre ce que le parent dit et la loi, l'enfant fait la confusion. C'est à l'adulte de lui dire qu'il n'est pas le maître de la signification, que personne n'est le maître de la signification, pas plus lui que quiconque qu'il pourrait rencontrer. Et ça ne peut renvoyer qu'à l'institution de la signification. Voilà pourquoi, finalement, vous voyez, ce mot d'institution, que j'ai abordé en ayant bien la conscience qu'il paraît rétrograde, peut se trouver au cœur de nos attentes les plus contemporaines. Merci. Merci, madame. J'étais un peu longue. Non, vous avez respecté le planning. Merci beaucoup. On a réduit notre retard, donc on va demander s'il y a des questions dans la salle, parce que nous, on avait programmé une pause si vous dites café ça, et cigarette pour certains, de 10h30 à 10h45. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Là-bas. Oui, bonjour. Dominique Thomasin, PAEJ de Cachan et de Créteil. J'aimerais simplement, et c'est les dernières phrases qui m'ont un peu, j'allais pas dire heurté en tant que juriste, mais un peu quand même, la création d'un nouvel ordre normatif fondé sur la question du consentement, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on ne peut que être favorable. Cependant, lorsque vous évoquez la question de la présomption
de la reconnaissance de la parole de la victime, là, vous allez toucher forcément à un inversement du charge de la preuve et on ne va pas pouvoir avoir un état de droit où on aura un renversement de la charge de la preuve pour une catégorie particulière d'infraction et en même temps pour d'autres, j'allais dire, personnes, une présomption d'innocence à laquelle on serait opposé. Ça, voilà, ça me perturbe un petit peu. Oui, alors écoutez, en fait, j'avais demandé aux organisateurs est-ce que je faisais un topo sur ce sujet ou un topo sur la famille. Bon, et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser le deuxième topo à la fin du premier. Mais évidemment... Désolée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pardonnez-moi, parce que je n'ai fait qu'évoquer ce sujet, c'était simplement pour faire remarquer... Moi, c'est un constat. Hein, c'est-à-dire, le mariage n'est plus ce qui fait la différence entre une sexualité autorisée et une sexualité interdite. Ça, personne... C'est un constat. Et donc, comme nous sommes une société comme toutes les sociétés, qui devons instituer la vie sexuelle et distinguer un permis, un valorisé etc., et un interdit, eh bien avoir une discussion sur cela et pas simplement sur les violences me paraîtrait une façon plus sage de faire les choses. Et ça va tout à fait dans votre sens. Pourquoi ? Parce que vous rappelez que la présomption d'innocence, ça a un sens précis en droit. C'est pas qu'on pense que les gens sont innocents. C'est pas ça. C'est effectivement la charge de la preuve. Et moi-même, au moment de l'affaire DSK, j'avais proposé le terme de présomption de véracité avec un sens précis que je lui donnais. C'était au moment, si vous voulez, où tout le monde se précipitait pour dire présomption d'innocence à propos de Dominique Strauss-Kahn, comme s'il n'y avait pas de crédit à accorder à la parole de la femme de chambre qui l'accusait de l'avoir violée. Donc, je voulais dire simplement en contrepoint de la présomption d'innocence, il était important d'entendre davantage la parole des victimes parce qu'il peut y avoir, et ça serait un long débat, des usages dévoyés de la présomption d'innocence. Si on voulait avoir un débat de fond, il y a des usages dévoyés. Dévoyés au sens où ni vu ni connu, pas de témoin, vous voyez ce que je veux dire. Et un des grands sujets d'aujourd'hui, c'est justement de ne plus considérer le parole contre parole comme une fatalité, les crimes sans témoin comme des crimes qui seront impunis, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses, ce serait très long à développer. Mais je vais vous donner raison sur ce que vous dites. Moi, j'ai parlé de présomption de véracité pour dire simplement une chose, c'est que quand une femme est plaignante et que finalement l'accusé est blanchi au nom de la présomption d'innocence, et on n'a pas fait la preuve qu'il n'avait pas commis l'acte, simplement, comme on n'a pas pu faire la preuve qu'il l'avait commis, il est blanchi par la justice. Jusqu'à présent, ça fait déjà un certain nombre d'années que ça a changé, pendant longtemps, le mis en cause pouvait se retourner contre la femme qu'il avait mise en question et l'accuser de... C'était quoi d'ailleurs ? Diffamation. De diffamation. Bon. Et à un moment, ça a changé et il n'a plus été possible de le faire. Donc, c'est-à-dire que les femmes qui, effectivement, osent, parce que c'est souvent des femmes, osent mettre en cause quelqu'un tout en sachant qu'il n'y avait pas de témoin. Alors, est-ce que chaque fois qu'il n'y avait pas de témoin, on ne va rien dire ? Vous voyez, c'est ça la question. Au moins que si ça n'est qu'au bénéfice du doute, à ce moment-là, il ne puisse pas dire « j'ai été blanchi par la justice, donc je suis innocent ». C'est une innocence judiciaire, ce n'est pas la même chose. Et donc j'ai changé le terme pour tenir compte de l'argument que vous dites, qui me paraît très important, et je parle maintenant d'un crédit de véracité. Ça ne change rien, mais ça dit justement, on n'inverse pas la charge de la preuve, elle reste là où elle était. C'est pour ça qu'il me semble important que si on a un débat sur les recompositions du permis et de l'interdit, ça va tout à fait dans votre sens, c'est-à-dire les grandes garanties démocratiques ne doivent pas être balayées. Mais ça ne signifie pas, et ça va concerner sans doute plus d'un adolescent ou d'une adolescente, que dès lors qu'on se dit je ne vais pas pouvoir faire la preuve, on soit condamné au silence. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, la société cherche des solutions. Et il y en a qui sont en train d'émerger d'ailleurs, progressivement, à travers par exemple les faisceaux. Vous voyez ? Hier,
Patrick Poivre d'Arvor mise en question, quand il y a 8 personnes qui disent la même chose, ça fait des sortes de faisceaux de présomption. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'utilisation des téléphones, les téléphones portables. Enfin, ils s'inventent des solutions qui ne sont pas simplement qu'on donnait raison finalement aux mises en question avant, au nom de la présomption d'innocence. On est avec Dominique Strauss-Kahn, et aujourd'hui on serait du côté de la femme de chambre. Vous voyez, c'est de recomposer un couple qui sur ces sujets, un couple judiciaire, qui sur ces sujets n'était pas, c'est clair, équitable à l'égard des victimes.